Bonsoir à tous, donc émission spéciale sur Galasso TV. Nous allons parler de Braga avec notre grand supporter Mathieu. Donc pourquoi ce podcast? Car on voulait mettre en avant les débuts de Ruben Amorim. Donc des très bons débuts avec 7 matchs, 7 victoires. Donc aucune défaite, des victoires de prestige contre Sporting 2 fois, contre Porto. Et lorsqu'il a repris ce club de Braga, Braga a pointé à la 9e place, voire même à la 10e place. Et aujourd'hui, ce club se retrouve à la 3e place sur le podium. Donc voilà, Mathieu va tenter de nous faire découvrir cet entraîneur très très prometteur, très jeune aussi, qui vient tout droit. Il a entraîné avant Braga, il a entraîné les U23, mais on en a parlé aussi lors de nos précédentes émissions. Donc voilà, Mathieu, je te laisse présenter les débuts de ce très prometteur entraîneur, et voilà, je te laisse la parole. Salut Alex, tout d'abord, et surtout, je trouve qu'on parle beaucoup de Braga en ce moment, c'est incroyable. Ouais, Qu'est-ce qu'on bien. ferait, qu'est-ce que l'émission ferait sans nous? Donc, non, ouais, on va parler un petit peu de Ruben Amorim, on va essayer de présenter un peu avec un nouveau format, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a fait que Braga, d'un coup, en championnat, aligne des victoires, C'est ça. autant de victoires et autant de victoires de prestige aussi, en fonction, face aux grands, notamment, face à Porto et face au Sporting, 2 fois en l'espace de 2 semaines, alors qu'il y avait ce fameux spectre de ne jamais arriver à battre les grands sous Abel Ferreira. C'était pas forcément le cas avec peut-être le Sporting, mais en tout cas avec Porto, c'était vraiment le cas, et Ruben Amorim a vaincu le signe indien vis-à-vis de ces équipes-là. Donc, Tu me coupes si je te trompe, mais j'ai l'impression que depuis quelques semaines, Braga fait peur, et j'ai l'impression, après je suis pas autant le championnat portugais il y a quelques années, mais j'ai l'impression qu'on n'a jamais eu un Braga qui fait autant peur, qui fait autant peur pour les autres clubs, en fait, pour ouais, Benfica, pour Porto, etc. Et on a l'impression qu'aujourd'hui Braga fait peur. depuis très longtemps. Après, j'ai envie de peut-être te dire que le Sporting n'est plus au même niveau qu'il y a 2-3 saisons avec Georges Jesus, par exemple. Et donc, forcément, j'ai envie de dire que le niveau entre Braga et le Sporting s'est un petit peu resserré ces 2 dernières saisons. Même avec Porto, presque, quand tu vois les dernières prestations, le mercato et les prestations en général de Porto cette saison, tu sens quand même une sorte de régression vis-à-vis des 2 premières saisons de Conceição. Après, oui, il y a une sorte de progression au niveau de l'effectif qui ne s'était pas démontré avec Ricardo Sapito en championnat, qui s'était pourtant démontré en Coupe d'Europe. Et c'est Ouais. vrai qu'on a l'impression que Ruben Amorim a réussi à redonner confiance, notamment en championnat. Mais ouais, c'est vrai que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas un Braga qui arrivait à se hisser peut-être au niveau des grands, et surtout être maître chez soi. Ça doit remonter peut-être dans les années 2011-2012, voilà, l'époque faramineuse de Braga qui est arrivée en finale de la Coupe du Portugal, et qui est arrivé de la Coupe de l'Europa League, et qui est arrivé 2 fois sur le podium entre 2010 et 2012. Ça doit remonter à peu près à cette époque-là, je pense. Ouais. D'accord. Donc, Qu'est-ce qu'a apporté de nouveau Ruben Amorim par rapport à Ricardo Sapinto? On sait déjà que le schéma tactique a modifié, mais qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau dans les dynamiques de jeu, par exemple? alors, au niveau de la structure, donc on a souvent parlé, tu vois, du fameux 3-4-3, comme si c'était une sorte de révolution au Portugal. En tout cas, à Braga, c'est loin d'être une révolution. On en a souvent parlé dans Golasso, dans les émissions, par rapport au système qui avait été mis en place par Abel Ferreira durant ces 2 saisons à Braga. Sauf que lui est arrivé avec un système de 3-4-3 qui est au final à tous les moments du match, c'est-à-dire à la fois avec le ballon et à la fois sans le ballon. On va le voir. Donc, l'un des grands. Déjà, juste sur la première phase de construction, c'est-à-dire la défense centrale à 3 plus le gardien, il y avait déjà 3 quand même gros changements. C'était le retour de Raúl Silva de blessure, directement titularisé dès le premier match de Ruben Amorim à la tête de Braga. Victor Tormena, qui était sorti du placard, qui était venu à la base pour jouer dans cette position, mais lorsqu'Abel Ferreira était encore l'entraîneur, on se souvient qu'il était parti très tard, et donc Tormena n'a pas eu déjà il est arrivé dans une position de défenseur central pur en tout cas, moi je l'avais jamais vu évoluer à cette position-là, que ce soit à Braga ou à Portimonense. Et donc gros changement à ce niveau-là par rapport à des défenseurs centraux extérieurs, qui vont être bien évidemment plus habiles avec le ballon, plus capables dans la relance. On sait que voilà, on a souvent parlé qu'avec Pablo et voilà, c'était loin d'être leur fort. Et surtout le retour Clairement. de Mathéus, surtout qui est un gamin au pied qui est largement meilleur que Thiago Sa et Eduardo, et qui donc va apporter beaucoup plus de maîtrise aussi dans ces phases-là. Ensuite, au milieu de terrain, on a le retour donc du double pivot, alors qu'avec Ricardo Sapito, on n'était plus sur un milieu à 3 avec João Paligne derrière. Là, j'ai remis la composition du match face au Sporting en demi-finale de Coupe de la Ligue. Donc c'est vrai que là, c'est pour ça qu'on voit John Weich
sur quasiment tous les autres matchs, sauf face au Sporting, puisque Jean Palin est prêté pour le Sporting, c'est Jean Palin qui a été titularisé et qui a joué à ce poste de une sorte de milieu plus défensif dans le double pivot, et Fran Sergio plus offensif, à essayer de faire la liaison entre le milieu et l'attaque, plus les pistons, on va les appeler comme ça, Nuno Sequeira et Ricardo Gay, qui eux aussi ont très souvent joué à ce poste-là quand Abel Ferrara était l'entraîneur de Braga, qui connaissent parfaitement les subtilités d'un positionnement assez complexe, parce qu'il faut savoir, faut avoir un énorme volume de jeu, il faut être tout à fait capable offensivement et défensivement. Donc c'est un positionnement que eux connaissent très bien, et c'est pour ça aussi que ça a mis que ça n'a pas mis autant de temps que ça à se mettre en place et avoir des résultats tout de suite. Est-ce qu'on attendait d'aussi bons résultats? Bah, Non. d'ailleurs, il y a eu une interview de Ricardo Horta où il exprime clairement que les joueurs n'ont eu aucune difficulté comment dire, à s'adapter à ce nouveau schéma tactique, car ils l'ont utilisé pas plus tard que l'année dernière, quoi. Mais bien sûr, pas plus tard que l'année dernière et pas plus tard que l'année d'avant. Oui. En fait, sur l'équipe qui est là, quand on prend à part sur le match à Sporting où il y a eu quand même des gros changements avec Wallace et David Carmo, tout le reste, on est sur seulement du Vitor Tormena et du Francisco Trincão qui s'est entraîné l'année dernière mais qui a tellement peu joué au final qu'on ne peut pas dire qu'il est vraiment une adaptation à ce poste-là. Même s'il a démontré qu'il s'était adapté très facilement. On vous renvoie à notre podcast d'hier sur Trincão. Et devant, il y a donc la spécificité donc de ce retour de ce trio plus compact, plus dans le couloir central, avec donc Galeno, j'ai repris la composition face au Sporting en Coupe de la Ligue, mais c'est vrai que c'est souvent plus Trincão, milieu offensif droit, et Ricardo Horta plutôt milieu offensif gauche, autour de Paulinho, qui a quasiment marqué sur tous les matchs avec Ruben Amorim, sauf les deux derniers. Face à Morelia, il était sur le banc, et face au Sporting, il n'a pas marqué, mais il a été plutôt convaincant sur ce match-là. Donc voilà, c'est le retour du 4-3, du 3-4-3 avec ballon. Par contre, sans ballon, avec Abel, on était sur un 4-4-2, c'est-à-dire qu'on avait le milieu, le défenseur central extérieur qui repassait arrière droit, et Ricardo Esgaï qui était milieu droit. Sauf que là, on a un vrai changement de dynamique par rapport à la structure défensive, qui est qu'on est sur du 5-4-1, et avec seulement un homme en pointe, Paulinho, qui va diriger à la fois la pression, et qui va aussi être ce sort de liant pour ressortir les ballons par son jeu d'au but qui est très bon et qui permet de lier toutes les transitions offensives de Braga depuis que Ruben Amorim s'est installé à la tête de Braga. Je rebondis un peu sur le cas Paulinho qui est très bon depuis le début de saison et qui continue à être très bon sous Ruben Amorim. On a souvent parlé du fait qu'il pouvait galérer un peu seul en pointe, et c'était le cas par exemple l'année dernière. Et en fait, contre toute attente, même comment dire, dans ce schéma tactique où il est tout seul, parce que bon, comme tu l'as dit avec Ricardo Sapinto, c'était plus un 4-4-2 ou un 4-2-3-1 avec Ricardo Horta qui jouait derrière lui. Donc là, il se retrouve vraiment tout seul en pointe, et même comme ça, il performe. Donc, est-ce que tu as des mots à dire sur le cas Paulinho? Sur Paulinho, j'ai envie de te dire qu'il est quand même maintenant plus proche d'un Ricardo Horta, alors qu'avant il était plus comme Ricardo Horta était plus sur le côté sur le côté gauche à plus rentrer du côté gauche vers l'axe et donc à faire plus de distance, alors que là il est vraiment placé à une position sur le côté dans le couloir central entre les lignes, et c'est vrai que quand Ricardo Horta et Paulinho sont alignés devant beaucoup plus proches, ils forment limite un duo à eux deux en tant qu'absent. Donc je pense que le rapprochement avec ce 4-3, de ce 3-4-3 de Paulinho avec Ricardo Horta a fait aussi que le rendement des deux, en plus, parce qu'ils ont marqué aussi beaucoup de buts tous les deux depuis que Ruben Amorim est arrivé, le rendement des deux s'est amélioré par le rapprochement dû à la structure de 3-4-3 qui s'est mise en place. Déjà, Paulinho et Ricardo Horta avaient déjà marqué beaucoup de buts en étant en 4-3-3 avec Ricardo Sapinto. Là, en plus, je trouve que cette structure-là favorise encore mieux les qualités de ces deux joueurs, sachant qu'ils sont vraiment complémentaires et qu'ils ont. Non, mais justement, l'année dernière, on a vu comme quoi il avait pas mal de difficultés en jouant seul en pointe. Et là, du coup, le fait que même là, il se retrouve seul en pointe, même si, comme tu dis, il a clairement, comme dire, il y a Ricardo Horta ou Trincão ou Galeno qui sont très proches de lui. Mais là, même en étant seul en pointe, il arrive à performer. Donc ça montre comme quoi il a vraiment progressé dans ce domaine-là aussi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'est vrai que c'était le gros problème de Ricardo Sapinto en championnat, c'était ce problème de ne pas mettre assez de monde devant la surface, alors que maintenant Oui, c'est ça aussi, c'est les dynamiques des gens, je pense. Oui, voilà, c'est vrai. c'est ça. Ouais.
Clairement. Je te laisse poursuivre. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour la suite? On va diviser les quatre, qu'on peut appeler les quatre moments du match: transition défensive, transition offensive, organisation offensive et organisation défensive. Euh, Avec pour commencer les deux moments défensifs, c'est-à-dire transition défensive et organisation défensive. Parce qu'au final, je trouve que c'est peut-être ce qui a peut-être pas le plus changé, mais qui a été le plus remarquable dans ses victoires face aux grands et notamment face au Sporting en demi-finale de Coupe de la Ligue, parce qu'on va surtout prendre ce match-là et Oui. aussi prendre d'autres extrêmes et surtout ce match en Coupe de la Ligue, parce que c'est peut-être le moment qui s'est le plus approché du vrai haut niveau, c'est-à-dire une sorte de vraie progression, et c'est ce qui au final fait que, en plus c'est un comportement tellement pas rare, mais aussi presque ouais, rare, d'essayer d'aller chercher très haut Porto ou le Sporting, que ce soit au domicile ou à l'extérieur, notamment la victoire face au C'est ça. Dragon, Ouais. et surtout d'être aussi agressif à la transition défensive, Mm. et en fait d'avoir cette audace et ce culot du fait de ne pas avoir notamment Paim face au Sporting, donc c'est-à-dire que on a deux milieux défensifs qui sont Fran Sergio et João Reich. On sait que c'est pas deux purs milieux défensifs, pas du tout même. Donc il vaut Bah, mieux, surtout Jean Novas, voilà, et qui va, on était tous sauf, comment voilà, dire, pour te finir. oui, tout sauf un milieu défensif, et on va le voir tout de suite. C'est ça. Il a montré des qualités assez incroyables à ce niveau-là. Mais même comme ça, il y a eu des phases dans ce match-là où, quand il était contre Braga et défendait, purement défendait, bah, on sentait des lacunes et des difficultés à défendre dans un double pivot et de ne pas avoir un milieu de terrain derrière pour couvrir. Et c'est pour ça que Ruben Amorim a décidé de se dire: j'ai deux milieux de terrain qui sont plus des milieux de terrain offensifs, autant essayer de défendre en attaquant. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc premier moment, le moment de la transition défensive, en Mhm. attaquant, c'est-à-dire en défendant, en avançant, avec notamment João Reich qui va être le sorte de symbole de cette volonté de défendre en attaquant et de surtout de changer très rapidement de comportement à la perte du ballon. C'est ce qui fait la différence quand on fait une transition défensive, c'est déjà d'être proche, que déjà le bloc équipe soit proche, et donc que les joueurs soient proches les uns des autres, pour réagir plus rapidement et plus facilement à la perte du ballon, mais surtout de réagir agressivement et, euh, et de récupérer le ballon le plus haut possible. Donc on va voir certaines séquences ici avec João Tu Reich. sais tu me coupes si je me trompe, mais en voyant ce Braga-là, j'ai l'impression de voir le Chelsea de Conte, avec João Neves dans le rôle de Conte, etc. Donc j'ai l'impression vraiment ouais, enfin, avec ce nouveau système, etc., de voir le Chelsea de la première année, de la première saison de Première Italie. Ouais, Je sais bien sûr. Bah, pas après, ce ça que joue tu aussi sais un peu. en 3-4-3, et il fallait aussi C'est ça. défendre en avançant avec Forcément, Vincent, un toujours, c'est double ça. pivot qui est obligé d'être défendre en avançant, puisqu'il y a souvent ce spectre de ne pas avoir un milieu défensif derrière, et au final d'essayer de Mhm. récupérer le ballon le plus haut possible, et ensuite d'utiliser les trois de devant. Et donc ici, on voit très souvent, voilà, Jean Novech défendre en avançant, défendre agressivement, ne pas faire de C'est faute, ça. c'est surtout ça, et ensuite, comme les moments sont liés, transition défensive amène soit une phase d'organisation, soit une phase de transition offensive, bah lui a cette capacité en plus de ressortir les ballons, parce que c'est un milieu de terrain créatif à la base, et donc de réussir à sortir les ballons proprement pour pouvoir tout simplement commencer une nouvelle attaque le plus haut possible dans le camp du Sporting. Ici, et donc on a cette action-là avec Sergio Trouvé qui va jouer ce rôle d'un peu plus de joueur vers l'avant, cette rampe de lancement, et Mhm. ensuite joueur. Là aussi, on a ce nouveau cas avec quatre joueurs qui sont autour de Rafael Camacho, et cette réussite de pouvoir à la fois être proche et donc de pouvoir réagir rapidement, de ne pas laisser à Camacho le temps de progresser dans le terrain et d'avoir du temps pour décider et de faire la passe ou de dribbler, et surtout cette agressivité de Jean Novais, de ne pas faire de faute et de récupérer. Et encore une fois, les moments sont liés, on attaque en avançant et on passe en phase de transition offensive avec Galeno. Nouveau moment ici, là, Jean Novech Mhm. arrive en plus dans le dos il me semble que là c'est Camacho. En fait, on a renversé les images, donc il y a des joueurs qui paraissent droitiers et qui sont gauchers, des Oui. gauchers qui paraissent droitiers. Attention, Marcos Acuna n'est pas devenu droitier du jour au Droitier du lendemain, jour au lendemain. mais voilà. Et donc une fois, changement rapide de comportement, couvert par Fran Sergio, parce que la couverture c'est dans tous les moments du match, et donc Fran Sergio couvre au milieu de terrain un Jean Novech qui attaque son ballon et cherche à récupérer le ballon le plus haut possible, avec la chance ici de récupérer le ballon très haut grâce à Sekira qui voit le ballon lui retomber dessus, mais cette volonté d'attaquer l'adversaire dans son dos,
de ne pas le voir arriver, d'être très propre et surtout d'être très agressif sans faire de faute pour pouvoir récupérer le ballon de nouveau le plus haut possible. Oui, Alex. Et cela contre n'importe quelle équipe, que ce soit Sporting, que ce soit de la Gamme contre Porto, où on a eu un bloc très très haut aussi, Ou que et que ce ce soit soit contre, et contre, contre les contre, petits, contre Belenenses. Belléens, c'est surtout qui avait essayé aussi de presser un petit peu Ouais, haut et c'est ça. qui avait pas du tout réussi. Et, et donc au final, ça s'est vu face à toutes les équipes qui au final ont essayé de construire depuis de derrière et ensuite de relancer. Face à Tondela, par exemple, Braga n'a pas du tout eu besoin de ce genre de schéma parce que Tondela n'a pas eu la volonté du tout de construire depuis, mais surtout de jouer en transition offensive. C'est ça. Et de nouveau, et là en plus c'est un cas le plus impressionnant, c'est peut-être face à Bruno Fernandes, où on sait que Bruno Fernandes c'est un joueur qui réagit très vite, qui est un joueur de transition, qui voit très vite la verticalité, et ici il se fait totalement avoir par Jean Noël, qui attaque son ballon, qui arrive dans son dos, qui fait pas de faute, qui réagit très rapidement à la perte du ballon sur le centre intercepté d'Eshgaï, et qui ensuite peut peut voir Braga toujours dans le camp du Sporting, très très haut, et ça permet à Braga donc d'être toujours dans le camp du Sporting et pouvoir continuer ses phases d'attaque. De nouveau ici, comportement très rapide, changement très rapide de comportement, et ensuite volonté de ressortir très proprement les ballons avec ici Poligno qui reçoit parfaitement ce ballon et qui peut ensuite attaquer en transition offensive. Donc maintenant, on va passer à l'organisation défensive. Donc Mathieu, je te laisse continuer ce merveilleux diapo. Donc, vas-y, je t'explique la nouvelle organisation défensive de Braga sous Ruben Amorim. Alors, surtout en organisation offensive, là, on va analyser ce qui se passe quand Braga presse haut. Donc, on a vu que Braga arrive à très vite changer de comportement à la perte du ballon. Quand c'est pas le cas et quand l'adversaire construit, donc comme face au Sporting ici, on va voir comment Braga a réussi à souvent mettre le Sporting en difficulté pour qu'il puisse dégager long et ensuite avoir de très très nombreux duels entre la défense centrale et voire même la défense tout court et les attaquants du Sporting et voir comment Braga a, sur ce match-là en Coupe de Ligue, mais aussi sur le match en championnat, Braga a totalement pris l'ascendant face au Sporting dans ces phases-là et donc ça a démontré une sorte de vraie domination vis-à-vis des ballons, des duels, des seconds ballons remportés qui a fait que Braga a eu une possession très largement, pas très largement, mais souvent supérieure à ses adversaires pour pouvoir pratiquer le jeu avec ballon qu'on va voir tout à l'heure sous Ruben Amorim. Donc, au niveau aussi, donc ici on a la construction à partir de Louis Maximian sur un 6 mètres, et on a donc une phase en 5-2-3. Donc je me souviens qu'on en avait parlé de ce système-là avec Ivo Vira qui l'avait mis en place décembre ou novembre dernier face à Paul Simonis. C'est ça, On ouais, en avait parlé. on Moi, en avait parlé. je trouve que c'est un système hyper risqué parce qu'au final, ça va laisser beaucoup d'espace sur la largeur au niveau de la ligne du milieu de terrain. Parce qu'au final, tu n'auras que deux joueurs qui vont gérer une zone qui est quand même assez conséquente. Après, bien sûr, il faut l'aide des pistons que sont Sekera et Jay côté Braga tout simplement pour aider et pour gérer l'espace. Mais, et surtout qu'en plus, que ça soit sur ces deux matchs-là, donc que ça soit face au Sporting, si là, ça a toujours mis un milieu à 3 pour essayer d'avoir une sorte de supériorité au milieu de terrain vis-à-vis du double pivot du Sporting Club de Braga, et les deux fois ça n'a pas fonctionné. Braga a souvent très très bien dirigé la pression, comme ici avec Paulinho qui va diriger la pression pour que Coates ne puisse pas retrouver ni Maximian ni Jérémy Mathieu de l'autre côté, qu'il puisse forcément jouer sur la largeur avec C'est un. ça. En fait, on voit que toute centrale est bloquée par exemple. Et que justement, les joueurs de Braga cherchent à ce que l'équipe adverse aille chercher les latéraux ou bien les joueurs de couloir, ce qui est du coup plus difficile pour l'équipe adverse d'attaquer. Bien sûr, c'est-à-dire que le but, c'est que Braga, en fait, la seule solution, ce serait de chercher à l'opposé, parce que le piston à l'opposé va être libre, voire même le milieu de terrain à l'opposé va être libre. Mais le problème, c'est que comme tu diriges ta pression intensément pour pas trouver ces joueurs-là explicitement,
soit ils y arrivent et ils démontrent une qualité avec le ballon très forte, ce qui n'a C'est pas ça. été le cas avec le Sporting, soit on Mm. cherche long, on cherche un joueur de haut but compétent, que ce soit Luis Philippe ou André Sporar qui vient d'arriver au Sporting, mais les deux fois, les deux ont été très très mal menés par le milieu de terrain, par la défense centrale de Braga. Mhm. Alors, juste remettre la vidéo. Et donc on voit ici le ballon long et pas de duel ici, mais euh, une récupération de Braga dans son camp pour pouvoir ensuite construire rapidement et repasser en phase de construction. Donc voilà, on répète toujours, les moments sont liés. Et le but, c'est de récupérer le ballon. De nouveau, la pression dirigée. Maximian, qui on le sait tous les deux, n'est pas très connu pour son immense Sur le qualité au pied. pied. Ouais. Donc souvent, il va pas prendre de risques. Il va essayer de dégager long pour trouver quelqu'un dos au but, donc duel de la tête ou pas. Et ensuite, on va avoir un Vitor Tormena ici qui va gagner son duel sur Camacho. Et de nouveau, les moments sont liés. Et c'est vrai que ça a été un des moments qu'on a le plus vu peut-être du côté du Sporting de Braga. C'est un duel gagné par la défense centrale ou par la défense tout court qui va emmener tout de suite une transition offensive très dangereuse. Ça aurait pu donner un but lors du match face à Ligaloche et ça a donné des buts très importants. Euh, Notamment face au FC Porto, et le premier but de ce match-là, qu'on va le voir tout à l'heure, face au Sporting. Donc voilà, on va revoir aussi d'autres aspects. Poligno qui dirige la pression, Maximin qui est obligé de dégager, qui sont obligés de Mhm. dégager, Galen, Raoul Silva qui gagne son duel, et ça envoie Galeno dans la profondeur. Donc c'est quand même des moments En fait, on voit assez que le spécifiques. premier déclencheur du Sporting, c'est Paulinho, et ensuite, tu as toute l'équipe qui suit ce joueur. C'est ça, c'est lui qui dirige. C'est vrai que Mhm. avec Abel Ferrar, on avait deux joueurs qui, lorsque Braga a pressé, bah, on avait deux joueurs qui dirigeaient la pression. Là, on n'en a qu'un seul, mais au final, le bloc est tellement compact et les lignes sont resserrées à tous les moments du match, que ce soit quand tu es plus haut sur le terrain ou quand tu es plus bas sur le terrain, qu'au final, bah, ça change pas grand chose. Et en plus, ça te permet d'avoir une supériorité derrière avec ces trois défenseurs centraux. Et tu C'est rajoutes un ça, défenseur central hein, qui en plus au niveau du exactement. duel bah, va être plus fort et que ça soit et C'est ça. au final Luis Felipe qui soit dans la zone de Tormena que dans la zone de Bruno Viana ou de Raúl Silva, bah, il a perdu tous ses duels à chaque fois. Donc C'est ça. En fait, ce qui est beau dans ce système, c'est que dès la relance, tu es en supériorité numérique. Et ce qui permet proprement, et ensuite d'être quasiment en supériorité numérique sur chaque zone du terrain, quoi. et ensuite même s'il décroche un petit peu, s'il y a un joueur qui décroche un petit peu, bah, tu sais que tu as un de la défense un de la défense à 3 peut sortir de sa zone en C'est sachant qu'il ça, sera quand même couvert par deux défenseurs centraux qui à la c'est base ça. sont tout à fait capables de gérer une zone de cette dimension-là, que ça soit le couloir central. Donc c'est vrai que c'est et en plus tu défends en avançant, en allant chercher un joueur entre les lignes. Donc c'est vrai que c'est un système qui me plaît beaucoup, à la C'est fois ça. défensivement et à la fois offensivement. Défensivement, ouais. Offensivement il m'avait déjà totalement convaincu et c'est vrai que Ruben Amorim par le 5-4-1 défensivement arrive à me convaincre encore plus Mhm. de la viabilité de ce système, même face à un club comme le Sporting. Comme quoi, défendre à 5 ne veut pas dire défendre tout au long du match. C'est ça, exactement. Et de nouveau, Maximilian. Là, en plus, c'est un duel avec Nuno Sequeira, donc même Nuno Sequeira gagne ses duels de la tête, hein, c'est assez incroyable. Et, et on a un Braga qui, dans le match de championnat, a gagné une quinzaine de duels, et qui, en plus, comme ici, arrive à récupérer les seconds ballons. C'est que le Sporting, en fait, on sent vraiment que le Sporting n'était pas prêt, ou on se demande s'ils étaient vraiment prêts, puisqu'au final, tu essaies de jouer devant très long, mais tu n'as personne pour pouvoir récupérer les seconds ballons, puisque toute la ligne du milieu de terrain du Sporting va être derrière la ligne du milieu de terrain de Braga. Donc au final, c'est toujours plus difficile déjà de gagner un duel, et en plus, si on gagne ce duel, de récupérer le second ballon pour le Sporting, et ça s'est vu d'innombrables fois sur ces deux matchs. C'est pour ça que sur le premier match, on pouvait comprendre que Silas soit, comment dire, soit surpris. Pour le Mhm. deuxième match, par contre, c'est un petit peu moins compréhensible qu'une semaine et demie, il n'ait pas réussi à adapter cette problématique C'est ça. au nouveau match de Braga. Et parce En plus avec le fait que, pardon de te couper, avec le fait qu'il que- n'y avait pas Novaïch, il y avait André Horta au milieu de terrain en plus. Un joueur qui est encore moins bon, j'ai envie de te dire, défensivement. Et ensuite, c'est la continuité de nouveau. Raúl Silva qui est capable de sortir de sa zone, de sortir de la ligne défensive, sachant qu'il est couvert par trois joueurs, Bruno Viana, Tormena et Ricardo Ejega à l'opposé. Supériorité numérique sur la ligne défensive. Il peut prendre cette responsabilité de sortir, de surprendre son adversaire direct et ensuite de relancer pour permettre la transition offensive avec Nuno Sequeira et Anderson Galeno qui ici me semble va obtenir rien du tout. Il va rien obtenir du tout, mais ça fera une transition offensive quand même.
Et de nouveau, Nuno Sequeira qui gagne son duel. Cette fois-ci, ça ne donne pas de second ballon. Mais c'est la démonstration de la domination de Braga dans le jeu aérien au niveau de la ligne défensive qui a fait que, que Braga a eu plus le ballon. Et qui dit plus le ballon, bah, dit forcément Braga plus compétent et plus de situations pour pouvoir mettre en place son jeu avec ballon.